Bonjour à tous, bienvenue sur cette session de webinaire organisée par Birds Conseil et TalkSpirit. La thématique, vous la connaissez, travail hybride, comment maintenir une dynamique relationnelle au sein des équipes. Je suis Benoît Renaud, je m'occupe du marketing chez TalkSpirit. Autour de la table, Nelly Dubou de Birds Conseil. Bonjour Nelly, bienvenue sur cette session de webinaire. Merci de m'avoir invité, Benoît. Avec grand plaisir. Christine Chéret de Gîtes de France. Bonjour. Et Philippe Pinault de TalkSpirit. Bonjour. Fondateur et président et PDG de TalkSpirit. Et donc, avec nous, déjà une vingtaine de personnes. On va attendre quelques petites minutes, pas beaucoup, 2 ou 3 minutes, histoire de permettre aux personnes de se connecter. Et puis, on va démarrer. Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez vu à droite de votre écran, vous avez un chat qui va vous permettre de dire bonjour si vous le souhaitez, de poser vos questions. Et vos questions seront traitées idéalement plutôt en fin de présentation, après les 3 interventions de nos invités. Et donc, on aura une séance de questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on répondra aux questions. Et si besoin, après le webinaire, vous recevrez dans la journée ou demain un email avec notamment les slides de la présentation d'aujourd'hui et puis les coordonnées des intervenants pour que vous puissiez poursuivre les échanges avec eux. Voilà. En tout cas, merci de vous être inscrits et merci de votre patience. On va commencer d'ici 2 minutes. Alors, chez TalkSpirit, chaque mois, nous organisons un webinaire sur les enjeux du futur du travail, sur les enjeux de l'évolution des modes de travail. Et on a coutume de convier à chaque fois un partenaire, souvent un partenaire conseil, un cabinet de conseil, pour apporter à la fois d'un côté l'expérience de l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, et puis de l'autre côté une vision plus outil, comme on sait le faire chez TalkSpirit. Et puis, ce qu'on aime faire aussi, c'est qu'on vient un client, soit un de nos clients, soit un client de notre partenaire, pour apporter un retour d'expérience très concret sur les problématiques qu'ils vont rencontrer et comment ils les ont adressées. Cette session répondra à vos attentes. Alors, 10h33, on se donne une petite minute et on lance. Voilà, bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Donc, le webinaire durera 3 quarts d'heure avec 3 interventions de 10 minutes pour commencer et puis après la séance de questions-réponses. Donc, comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fil de l'eau dans la conversation de chat et puis on les adressera, les intervenants les adresseront dans la dernière partie du webinaire. Je pense qu'on va démarrer 10h34 pour respecter l'agenda de tous ceux et celles qui se sont connectés à l'heure. On va démarrer. Alors, bienvenue à tous et à toutes sur cette session de webinaire consacrée au relationnel, consacrée plus précisément aux dynamiques relationnelles dans le contexte de télétravail. Alors, peut-être pourquoi déjà on a organisé un webinaire sur ce thème. Comme chacun le sait, 2020 a transformé en profondeur les frontières du bureau. On est passé d'un télétravail qui était plutôt occasionnel et sur une base de volontariat à un télétravail qui est régulier et généralisé. Désormais, l'espace de travail n'est plus exclusivement le bureau. Le travail d'équipe est devenu un travail hybride, c'est-à-dire avec un mix de distanciel et de présentiel. Et puis, on peut tout à fait imaginer que cette pratique se poursuivra bien au-delà de la pandémie, même si c'est avec la pandémie que ce travail hybride et ce télétravail généralisé s'est manifesté. Ce qu'on constate, c'est que quand les équipes passent en mode hybride, avec des collaborateurs qui sont à distance, d'autres au bureau, selon les jours de la semaine, la dynamique relationnelle devient un enjeu vraiment central.
En effet, comment continuer de faire équipe quand chacun est de son côté? Quand on est manager, comment conserver une relation fluide avec chaque collaborateur? Comment réussir à suivre l'avancement du travail de chacun tout en le rassurant et en lui témoignant de la confiance au quotidien? Et puis, lorsqu'on est employé, comment rester connecté aux autres et comment ne pas s'isoler? Une chose est sûre, et chacun le sait, la distance fragilise les relations, en tout cas elle les éprouve, et ça exige donc de transformer les habitudes de communication et puis parfois adapter aussi les outils qu'on utilise pour ça. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, Nelly Dubout, qui est dirigeante du cabinet Birds Conseil, qui est experte en dynamique relationnelle et managériale. Bonjour Nelly. Bonjour à tous. Merci Nelly. Avec vous, Christine Chéret, qui est chargée de communication interne chez Gîtes de France et qui nous présentera un retour d'expérience. Bonjour. Bonjour Christine. Et puis Philippe Pinault, cofondateur et PDG de TalkSpirit. TalkSpirit, qui est éditeur d'une plateforme collaborative qui transforme les modes de travail et la communication interne au sein des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Et donc, pour les questions, une dernière fois, je me répète, mais peut-être que des gens nous ont rejoints depuis. N'hésitez pas à les partager au fil de l'eau dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran et elles seront traitées dans une dernière partie après les présentations de nos intervenants. Donc, place donc à Nelly qui va nous parler des effets du télétravail sur la cohésion des équipes. Et puis, qui va adresser aussi la question de comment conserver des relations positives et performantes lorsque les équipes sont en travail hybride. Nelly, c'est à vous. Merci Benoît pour l'introduction. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte, et maintenant depuis des années, que ce qui était crucial pour la performance d'une équipe, pour la performance d'une entreprise, c'était la qualité des relations entre les personnes. La qualité de la collaboration, la qualité de la compréhension de la transversalité des enjeux d'une équipe. Le travail hybride, en fait, qui s'est manifesté maintenant il y a 1 an, nous a fait un peu régresser sur cette manière, je dirais, de collaborer, de développer des relations de qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à vous partager déjà l'identification de points clés sur le constat qu'on peut faire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Qu'est-ce qui a fragilisé les relations pour pouvoir chacun regarder ces points clés et voir comment on peut avancer là-dessus en équipe. Le premier, c'est qu'on a constaté une augmentation des échanges asynchrones. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente les échanges asynchrones? On se rend compte qu'il y a plus de quiproquos, qu'il y a plus d'incompréhension, donc moins de synchronisation pour développer un projet de qualité et développer une performance dans ce qu'on est en train de mener en termes d'objectifs communs. Deuxième point, la perte de cohésion et de sentiment d'appartenance à une équipe ou à une entreprise. Forcément, lorsqu'on est dans un espace commun, lorsqu'on vit des moments ensemble, on fait se rencontrer les relations. Le midi, je vais déjeuner avec mes collègues, je vais prendre un café avec l'un, on rigole dans l'open space sur un sujet. Bon, tout ça fait qu'on va se sentir en appartenance à une communauté, à un collectif. Et puis, du coup, on va se sentir aussi en cohésion, ensemble, développer l'esprit commun. J'ai beaucoup travaillé avec un grand sportif qui est Fabien Pelouse, qui est un grand rugbyman. Et clairement, lui, en tant que capitaine, son enjeu, c'était de créer des moments pour que les relations se rencontrent et que ça crée de la cohésion dans l'équipe. Deuxième point, la baisse d'énergie et l'isolement social. Troisième point, pardon. Baisse d'énergie parce qu'en fait, c'est la relation qui nous met en énergie. C'est la relation qui nous donne envie d'aller de l'avant, d'apprendre, d'aller plus loin et qui nous transmet de l'énergie positive. Vous prenez par exemple les enfants, si on isole un enfant, si l'enfant n'a pas de point de développement avec ses parents ou avec un instituteur ou avec des amis à l'école, il va être en énergie basse et il va perdre petit à petit l'envie de se développer.
La multiplication des outils numériques. Alors, dans certaines équipes, dans certaines entreprises qui n'étaient pas préparées finalement, on s'est rendu compte que chacun utilisait un peu son outil. Donc, ça démultipliait les outils, démultipliait les manières de travailler, et on s'est retrouvé dans des situations qui étaient des désorganisations parce qu'on n'avait pas les mêmes outils pour partager notre savoir, pour partager notre collaboration. Et c'est là où des outils comme TalkSpirit sont vraiment importants pour centraliser la collaboration et la manière de travailler. Et puis le brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie privée. Alors ça, on l'a vu surtout sur la première partie, où on était tous confinés, où finalement, les parents ont dû gérer les enfants en même temps qu'ils travaillaient. Finalement, moi, j'ai des clients qui me disent on est complètement perdu parce qu'on est tout le temps dans la même pièce. Donc, on ne sait plus, finalement, on n'a plus de repères entre pro et privé. On a du décalage dans le sommeil. On est un peu perdu dans tout ça. Donc ça a fragilisé la relation et ça nous demande de reposer, de repenser tous ces points pour recréer une relation de qualité dans les équipes et dans les entreprises. Autre point qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, les toxines relationnelles. Quand on accompagne une équipe, on regarde un peu comment elle fonctionne en observation pendant 2-3 sessions, 2-3 meetings, et on identifie les toxines relationnelles qui s'opèrent dans les équipes. Ces toxines relationnelles, elles ont augmenté avec le travail hybride, dû en fait à des zones d'incompréhension, à des zones de frustration individuelle ou collective. Qu'est-ce que c'est que les toxines relationnelles? C'est une attitude défensive, c'est la critique, le blâme, c'est le mépris, c'est la dérobade. Donc, clairement, si moi, en tant que manager ou dirigeant d'entreprise, j'identifie ce type de toxines, je me dois de les traiter parce que ça va diminuer la qualité de la relation, de la dynamique relationnelle, de la positivité dans mon équipe et du coup, à terme, la performance. C'est souvent des toxines qui sont inconscientes. Une relation, si on doit mettre des mots, et donc cette dynamique relationnelle, si on doit mettre des mots pour qu'elle soit qualitative et donc performante, il y a besoin de se mettre d'accord sur un peu cette alliance relationnelle qui va être à travers les mots que vous voyez à l'écran, le respect, la contribution, sentir que chacun a une contribution même si elle est différente, le non-jugement, la confidentialité, la liberté d'échange, la fraîcheur, la légèreté, l'humour. Tout ça va nourrir la dynamique relationnelle d'une équipe, d'une entreprise pour mener à la performance et relever, faire preuve de résilience, relever le défi de cette crise. Je voulais terminer en vous donnant finalement quelques bonnes pratiques. Si on devait identifier 5 bonnes pratiques managériales sur lesquelles on peut être en action pour demain. Premièrement, c'est établir une alliance commune avec des règles d'engagement. Les mots qu'on a vus sur l'alliance relationnelle, qui décrit une relation de qualité, c'est les poser et être d'accord en équipe pour être un peu le gardien du temple de cette qualité relationnelle. C'est organiser des séances d'échange et des rituels. L'équipe a besoin de retrouver des rituels et des rituels qui correspondent au travail hybride. On avait des rituels dans les zones présentielles, dans les environnements présentiels. Aujourd'hui, on a changé d'environnement de travail. Ça demande aux équipes de réfléchir, de repenser leurs rituels. Troisième bonne pratique, c'est donner des occasions d'interaction informelle et sociale à distance. Ce qu'on avait naturellement, moi je me souviens, on allait prendre un verre après le boulot, on s'organisait une petite fête pour l'anniversaire d'un collègue, tout ça, et si on essayait de trouver
tout de même des interactions relationnelles informelles. Ça peut être un café virtuel de 10 minutes, 15 minutes avec un collègue. Ça peut être aussi un apéritif virtuel ou un moment d'échange virtuel qui va pouvoir nourrir ça. Quatrième bonne pratique, apporter des encouragements et un soutien moral. Mettre du positif dans ses éléments de langage, mettre du positif dans ses intentions, reconnaître des fois une avancée significative, encourager. Et puis, bien entendu, assurer la qualité des technologies de communication. Et ça, c'est important, voilà, qu'il y ait des investissements, qu'il y ait des projets qui vont permettre d'avoir la bonne technologie, la bonne plateforme comme celle que vous proposez, Benoît et Philippe, pour soutenir en fait tout ça. Parce que si on n'a pas cette technologie, clairement aujourd'hui, tout ce que je viens de proposer comme bonne pratique aura du mal à fonctionner aussi. Merci beaucoup Nelly pour cette présentation, à la fois pour les constats, pour les conseils aussi que vous veniez de délivrer pour les managers. Vous terminez en évoquant le rôle des outils. Effectivement, à l'ère digitale, ils ont un rôle déterminant à jouer, à la fois dans le maintien de la cohésion et puis pour nourrir le lien au sein des équipes. Alors pourquoi et comment ces outils peuvent jouer leur rôle? Philippe, je te laisse du coup la parole. Merci beaucoup. Merci Nelly pour ce témoignage, ce retour d'expérience. On va parler effectivement à la fois des enjeux, de quelques bonnes pratiques dans l'utilisation des outils et puis également de limites. Les outils ne sont que des outils, ils vous jouent effectivement un rôle essentiel, en particulier dans ce temps particulier où nous sommes tous distants les uns des autres, où nous perdons en fin de compte nos repères, en tout cas certaines pratiques, certaines habitudes, et puis des repères tout simplement de connexion, des repères visuels qui sont ceux que nous pouvons avoir lorsque nous travaillons autour d'une même table ou dans un même bureau. Et donc, dans ce temps, je voudrais vous partager quelques retours sur l'utilisation des outils, Talkspirit en particulier, qui est donc un acteur historique des réseaux sociaux d'entreprise et qui se développe aujourd'hui de plus en plus sur le terrain de la collaboration. Parce que, évidemment, connecter et communiquer, c'est important, mais travailler au quotidien et le faire sur la même plateforme participe aujourd'hui de cette expérience employée que nous essayons d'accompagner du mieux possible au sein de Talkspirit. Alors, dans cette première slide, je voudrais rappeler quelques enjeux essentiels sur lesquels ces outils peuvent venir remplir leur rôle, en particulier un enjeu de connexion, bien sûr, c'est même l'essence même et les fonctions qui sont au cœur de ce que sont les réseaux sociaux d'entreprise. Ils ont été créés initialement et nous sommes bien placés pour, en parler, puisque nous avons été aux avant-postes et une entreprise pionnière dans le développement de ces outils-là il y a maintenant plus de 10 ans. Les réseaux sociaux viennent connecter, rassembler, créer ce lien, développer cette cohésion, développer ce sentiment d'appartenance. Et donc, c'est un outil qui remplit tout à fait son rôle ici. J'ai en tête des enseignes de la grande distribution ou des entreprises qui étaient distribuées sur le territoire et qui nous faisaient cette remontée de ce côté un petit peu exceptionnel de pouvoir échanger en dehors de son magasin avec d'autres collègues d'une même problématique dans d'autres territoires, dans d'autres magasins. Eh bien, le réseau social, il rend visible en fait ces personnes qui sont aujourd'hui sur le terrain, dans les territoires. Et il va permettre finalement, au-delà de cette création de liens, de leur donner ce sentiment d'exister dans l'organisation et de pouvoir être visible au travers de ce qu'elles font, au travers de ce qu'elles partagent au quotidien sur la plateforme. Au-delà de la cohésion, le deuxième enjeu, c'est évidemment celui de la circulation de l'information. Être connecté à son organisation, c'est se maintenir informé de ce qui s'y passe. Alors, au travers évidemment des fils d'actualité institutionnels, des groupes qui vont permettre de partager, de diffuser cette actualité, mais également en organisant finalement la circulation des informations de façon transversale à l'organisation et permettre aussi cette remontée du terrain des informations. Donc, l'outil va permettre cette circulation qui est aujourd'hui essentielle pour rester connecté à ce qui se passe,
être correctement informé et parce qu'on est correctement informé, du coup, pouvoir décider dans de bonnes conditions et mieux organiser son travail au quotidien. Puis bien sûr, le réseau social, il vient également, et la plateforme, je dirais, de communication, de collaboration, elle vient outiller le travail des équipes et elle permet finalement de développer leur efficacité. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, je dirais, de faire autrement puisqu'on a bien besoin, besoin d'outils pour pouvoir fonctionner. Et la plateforme permet effectivement de remplir également cet enjeu-là, de valoriser aussi bien les différentes réussites des uns, des autres, de pouvoir encourager, de pouvoir faciliter l'entraide et le partage d'idées au travers donc des groupes qui vont être déployés. Alors, les bonnes pratiques que l'on peut partager avec vous dans l'utilisation de ces outils et de cette solution, bien, d'abord, c'est d'essayer de rassembler l'ensemble du collectif sur une même plateforme, sur un même support. Nelly en parlait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. C'est difficile de développer cette cohésion lorsque la participation est distribuée comme ça sur de multiples supports et lorsqu'il n'y a pas vraiment de lieu qui est fédérateur. Et donc, une bonne pratique, c'est de faire le choix finalement d'une plateforme sur laquelle eh bien, on peut rassembler toute l'organisation pour pouvoir se retrouver, échanger, communiquer et travailler ensemble. Bien sûr, une autre pratique va être de définir une organisation, une architecture de groupe qui viennent finalement au service des problématiques que l'on cherche à résoudre sur cette plateforme. On va retrouver le plus souvent sur des plateformes comme Talkspirit 3 types de groupes, des groupes de diffusion d'informations, des groupes d'annonces qui vont permettre finalement à l'entreprise de partager de l'information, de faire descendre son actualité et de maintenir finalement ce lien avec l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'est son quotidien. On va avoir des groupes de type communautaire qui sont également une typologie de groupe qui est importante pour permettre aux métiers en particulier, aux personnes qui partagent une même expertise, un même centre d'intérêt, de se retrouver pour développer la veille, pour développer également l'entraide. Et puis, on va avoir des groupes de type équipe qui vont être là aussi importants pour permettre le fonctionnement de ces équipes au quotidien. Donc, bien créer ces communautés, bien choisir finalement, comment dirais-je, bien ces différents groupes pour permettre finalement d'outiller le fonctionnement de l'organisation dans ce mode de travail à distance. Une autre pratique également, c'est comment dirais-je, de bien programmer ou en tout cas d'être attentif à organiser des points réguliers, des rituels pour permettre finalement de se retrouver ensemble, alors au travers de réunions, mais également de petites routines d'équipe qui vont permettre de garder ce lien constant au sein de l'équipe et également avec le reste des autres métiers de l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment important de ne pas négliger ces routines, ces e-cafés qui vont permettre de garder ce lien et cette cohésion. Le risque souvent en fait du télétravail, c'est de resiloter finalement l'organisation et finalement d'avoir des personnes qui ne sortent plus finalement de leur équipe et qui se finissent par être un petit peu déconnectées de l'entreprise. Donc, organiser des temps de partage où l'on peut se retrouver donc en ligne pour partager avec les uns et les autres. Et puis, on est en ligne, bien sûr, le plus souvent, on est aussi à domicile, dans un contexte où il est parfois difficile de maintenir cette séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense qu'il est important que les entreprises et les managers soient sensibilisés à ce qu'est le respect finalement de ce droit à la déconnexion et soient attentifs dans leurs pratiques pour permettre finalement à chacun de pouvoir faire cette séparation saine entre le temps du travail et le temps personnel. Alors, dans les limites que je voulais remonter et partager également avec vous, il y a une question qui est celle de la gouvernance des outils. Je rappelais précédemment que l'entreprise aujourd'hui dispose d'un grand nombre d'outils. Souvent, ça crée de la confusion. Ça n'aide pas finalement à se retrouver et à pouvoir travailler de façon efficiente parce que on a du mal à savoir quels outils utiliser en face de quel cas d'usage. Donc, c'est important que
lorsqu'on définit finalement des groupes, lorsqu'on crée ces groupes, eh bien, on vient rappeler quels sont les outils finalement que l'on va venir utiliser, quels sont ceux que l'on va abandonner ou ceux que l'on va continuer à utiliser en complément de ce que peut être cette plateforme qui va venir en support de la communication et de l'échange dans l'organisation. Important également dans les pratiques au quotidien, eh bien d'avoir un usage raisonné des notifications et de tout ce qui va générer du bruit ou des interruptions pour les collaborateurs. Des pratiques comme le arrobase dans les commentaires ou dans les contributions aujourd'hui envoie en fait des notifications temps réel, soit par une cloche, soit par le mobile, soit par email. Mais ce sont autant de temps d'interruption sur lesquels il est important de rester, d'être vigilant pour notifier correctement les personnes que l'on souhaite faire participer à un sujet. Et si on a besoin de les faire participer, évidemment, dans une temporalité qui est, je dirais, immédiate. Donc, être attentif à ceci. Et puis, une troisième bonne pratique, ou en tout cas, règle d'hygiène collaborative, c'est celui de la réunion. Les réunions se sont vraiment développées de façon très importante. Être attentif à poser des réunions, évidemment, sur les personnes, enfin, inviter les personnes qui sont directement concernées par l'ordre du jour et qui vont pouvoir amener de la valeur à cette réunion et ne pas inviter outre mesure en fait d'autres personnes qui ne seraient pas particulièrement pertinentes sur le contenu. Donc rester vigilant, voilà, à ne pas multiplier les réunions en visioconférence. Donc voilà quelques limites et là encore bonne pratique que je pense qu'il était important peut-être de souligner. Merci Philippe. Maintenant, je vais donner la parole à Christine Chéret de Gîtes de France. Elle va nous parler de l'utilisation par Gîtes de France de TalkSpirit pour répondre à un besoin vraiment crucial, qui est d'améliorer la cohésion et le sentiment d'appartenance au sein du réseau Gîtes de France. Elle va nous l'expliquer, c'est un réseau distribué sur l'intégralité du territoire français et donc avec un enjeu relationnel permanent. Christine, à vous. Merci Benoît. Alors, je veux d'abord vous parler un petit peu de Gîtes de France. Gîtes de France, c'est une marque qui a été créée en 1955 et qui, au fil du temps, s'est avérée devenir l'acteur de référence de l'accueil chez et par l'habitant en Europe. Autrement dit, nous font de la location saisonnière. Et nous sommes répartis dans toute la France avec 42 000 propriétaires et nous proposons 70 000 hébergements sous forme de gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de groupe, etc. La spécificité de notre réseau, c'est que nous sommes implantés dans toute la France avec des représentations dans chaque département, des antennes qui sont avec des collaborateurs, soit en nombre, soit des petites antennes où il y a 2 ou 3 collaborateurs. Donc, nous avons au total 550 collaborateurs répartis dans toute la France et qui sont installés dans 93 antennes départementales, mais qui sont autonomes d'un point de vue juridique et gestion. Moi, je fais partie de la Fédération nationale des Gîtes de France qui, elle, a pour but justement de donner des outils à l'ensemble de ces acteurs locaux, de ces antennes départementales pour promouvoir et commercialiser notre marque. Donc, vous comprenez la difficulté qu'il y a donc de communiquer, d'échanger et de fédérer tous ces collaborateurs répartis dans toute la France. Alors, pourquoi on avait besoin d'un outil? Parce qu'on avait besoin de fluidifier la communication interne et la collaboration au sein des équipes, que ce soit une descente d'informations de la fédération vers les équipes ou la remontée d'informations des équipes sur le terrain vers la fédération, et puis évidemment le côté transverse avec les pratiques. Et la deuxième raison, c'est qu'on a besoin d'une base documentaire. Dans notre métier, on a besoin de contrats, on a besoin de documents officiels paramétrés avec notre marque. Et donc, et puis ensuite, il y a des choses qui sont liées à la législation de la location de biens. Et donc, il fallait vraiment une base documentaire qui soit une voie unique
au travers de laquelle les antennes départementales allaient communiquer. Et puis, on avait vraiment besoin d'avoir un partage d'expériences et des bonnes pratiques entre les agences, que ce ne soit plus de la compétition entre les agences, mais que ce soit la même manière de fonctionner, les mêmes outils, les mêmes discours. Et donc, il fallait partager ce qui était bien et qui était bien fait dans certains relais pour aider ceux qui étaient moins staffés, avec moins de personnel, pour les aider justement à être opérationnels directement. Donc, ça nous a amené à chercher un outil et on a pris Talkspirit qui correspondait à nos besoins. Alors, comme tout le monde, on a été très impacté au niveau sectoriel puisque nous sommes dans le tourisme. Donc, vous imaginez la complexité de la chose, des annulations de réservations, des questions, est-ce qu'on peut recevoir ou pas recevoir des gens, dans quel contexte, la crise sanitaire, comment on fait respecter les problématiques sanitaires. Bref, il y avait un peu un mouvement de panique dans tout le réseau, dans le réseau Gîtes de France. Il y avait des questions, des peurs. On a eu le chômage qui est arrivé. On a eu la mise en place de travail à distance, qui n'était pas du tout le cas ou la philosophie dans les relais départementaux. Donc, un moment de panique. Et il nous a fallu mettre en place des actions pour rassurer tout le monde et puis pour justement renforcer la cohésion d'équipe et l'appartenance au réseau et leur dire on est là, ça va bien se passer. Donc, une des premières choses que l'on a mises en place, c'est-à-dire c'est la prise de parole des dirigeants. On a voulu rassurer et donc on a eu des prises de parole de nos dirigeants, que ce soit des dirigeants de la fédération, pour leur dire on est là, on vous soutient, on vous donnera des informations sur tout ce qui est légal et on fait une synthèse de ce qui est annoncé par le gouvernement et on vous délivre un résumé, une synthèse directement. D'autre part, on va vous aider, on va vous donner des sur la crise sanitaire, enfin sur la manière dont préparer un hébergement, on va vous faire tout un didacticiel, toute une explication de ce qu'il faut faire pour nettoyer un hébergement. Donc on a envoyé des documents fédérateurs initiés par nous pour l'ensemble des départements pour faciliter leur travail et que ça soit la même chose, la manière de communiquer dans l'ensemble des relais et des hébergements. Donc, beaucoup de communication des dirigeants. Donc, l'autre chose, c'est qu'on a incité les gens à échanger entre nos départements, qui sont très autonomes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pour rejoindre ce que disait Nelly, on les a incités à changer leur manière d'échanger, même entre eux. Et donc, de créer des groupes intra-agences départementales, de façon à ce que le travail à distance les empêche pas de communiquer entre eux et de retrouver leurs habitudes, leur manière de partager leur quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, pour garder tout ça. Ensuite, on a essayé aussi de montrer que le travail que l'on faisait autour de la marque au niveau de la fédération avait des retombées, était positif pour nous. On allait parler de nous, même dans un contexte difficile. On avait mis en place des choses pour qu'on parle de la marque et qu'on continue à leur fournir des réservations, etc. Puisque on a fait beaucoup d'interviews dans la presse, à la télé, et donc on a diffusé toutes ces retombées presse pour montrer qu'il y avait une marque et qu'on était derrière la marque et eux aussi devaient s'y associer, avec des prises de parole en province également, sur nos antennes régionales. On a aussi voulu animer la marque et on a créé un petit quiz en interne, enfin un jeu qu'on a lancé notamment en fin d'année sur l'opportunité de Noël et un petit jeu sur les 24 jours de l'avant, avant Noël. Et donc, on a mis en place des questions sur le réseau, sur la marque, sur les collaborateurs, avec des petits quiz rigolos, avec de l'humour, mais en même temps de la connaissance de la marque pour accentuer cette appartenance, cette fierté d'appartenance au réseau. Et on faisait gagner des chèques cadeaux. Donc, il n'y avait pas d'enjeu, il y avait un tirage au sort, mais c'était juste pour leur montrer qu'on était là et qu'on était tous ensemble. Et puis, on a aussi incité au partage de problématiques
en laissant libre cours aux questions. Ah ben moi, je suis embêtée, j'ai un client qui me demande d'annuler, mais moi, est-ce que je dois lui rembourser? Est-ce que je peux lui faire un avoir? Donc, et les expériences des autres agences permettaient à la personne qui a posé la question de se faire une opinion et de se dire qu'est-ce que je vais faire, voilà ce qui est fait par mes collègues, comment moi je vais faire et peut-être que je vais utiliser leurs idées. Et il y a une chose aussi très importante que l'on a faite, c'est que l'on a voulu les motiver, les orienter vers l'avenir. Aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée. On a voulu les rassurer, les projeter sur l'avenir et on a créé des groupes de travail qui leur permettaient de réfléchir, donc multi antennes régionales, et donc orchestré par nous à la fédération, des groupes de travail sur des thématiques stratégiques, des projets collaboratifs, et on a utilisé les talents des réseaux sur la base du volontariat, mais on a mixé en fait ces groupes de travail avec des collaborateurs, des directeurs et des gens de la fédération pour que ce soit très participatif et que ça leur permette de se projeter sur l'avenir en se disant bon, c'est un moment difficile, mais on continue à avancer, ça ira mieux demain, et voilà ce qu'on met en place. Donc, si je devais résumer, on a essayé de nourrir cette dynamique en mettant des actions en place fédératrices et puis participatives, donc tout le monde, hein, pas que les dirigeants. On a mis tout le monde dans la même situation. On a essayé de créer des communautés pour justement qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait des liens qui se créent avec des gens qui ont le même savoir-faire mais qui ne se connaissaient pas forcément. Et puis, on a réaffirmé les valeurs communes et la culture d'entreprise, justement, au travers des communications, de la dynamique qu'on a créée au niveau des médias et au niveau de la participation interne au travers des jeux. Et on les a, comme je l'ai dit juste à l'instant, aidés à se projeter dans l'avenir, parce que c'est quand même ça aussi qui est rassurant quand on est dans un contexte d'éclatement et d'incertitude quotidienne. Merci beaucoup, Christine, pour ce retour d'expérience. Beaucoup de choses ont été dites là entre Nelly, Philippe, Christine. Si je dois reprendre quelques idées, Nelly évoquait le fait que le télétravail généralisé et surtout soudain, ça avait désaligné les équipes en créant des zones d'incompréhension, etc. Il y a cette notion vraiment de désalignement qu'il faut réaligner. Du coup, cette notion est vraiment forte. Dire aussi, enfin, j'entendais dans les propos de Nelly aussi la nécessité d'un manager qui soit proactif sur la dimension relationnelle, qui aille au-delà de coordonner son équipe, de coordonner ses projets, d'assurer la productivité. Il y a vraiment une proactivité à déployer sur la dimension relationnelle. Et puis, dans les propos de Philippe, les points que j'ai trouvé vraiment importants, c'était la nécessité d'aider à retrouver des repères relationnels, sortir du danger du cloisonnement de l'équipe sur elle-même, cloisonnement de l'individu qui se retrouve isolé parfois, la nécessité de trouver les leviers pour faire circuler l'information à travers différentes choses, le partage, l'entraide, célébrer les succès, valoriser les collaborateurs. Et puis, Christine évoquait, elle, dans son retour d'expérience chez Gîtes de France, tout ce travail autour de véhiculer la culture interne, véhiculer les valeurs, en quelque sorte reconstruire un peu et nourrir l'identité commune, la volonté de fédérer, de faire participer, de projeter les gens dans l'avenir. Ça se fait avec deux choses vraiment importantes, à la fois l'engagement des dirigeants avec une volonté forte et puis des outils, même si, comme disait Philippe, les outils ne sont que des outils, donc des outils sans engagement de la direction, ce serait stérile, mais l'alliance des deux permet de nourrir et d'enrichir cette dimension relationnelle. Et puis, sans oublier, dernière chose, le droit à la déconnexion, pour que les outils ne soient pas un levier de persécution, entre guillemets, ou d'anxiété chez les collaborateurs, que ça les maintienne dans cette dimension de sérénité. Merci donc pour ces 3 interventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse les relayer aux intervenants. Peut-être une première question. Philippe, tu évoquais la nécessité de travailler l'enjeu de gouvernance
entre les différents outils. Qu'est-ce que tu conseillerais à une direction pour mettre en place des outils de manière structurée et organisée? Je pense qu'il est important de prendre conscience qu'il y a énormément d'outils, de solutions, souvent et de pratiques dans les organisations. Plus elles sont grandes, évidemment, plus les équipes ont pu déployer des outils et des solutions, la nature ayant horreur du vide. En fait, cette multiplication d'outils, bien sûr, sert le quotidien des équipes dans ce qu'elles ont à faire pour leur travail, mais crée des barrières pour assurer la communication au-delà de l'équipe et au niveau de l'organisation tout entière. Donc, ce qui me paraît important lorsqu'on lance une plateforme comme TalkSpirit, c'est de prendre conscience de cette diversité. Et au moment où on lance un groupe, par exemple, pour un groupe ou un canal d'information générale pour l'entreprise, prendre conscience de quels sont les outils que cette initiative vient remplacer, pour ne pas ajouter des outils aux outils, mais essayer au contraire de rationaliser et de venir à un moment clarifier on lance un groupe, qu'est-ce qu'on décide d'abandonner au profit de cette nouvelle initiative qui va permettre d'autres possibilités. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, sur la plateforme, on a énormément de possibilités de communication, de diffusion. Nous avons des clients qui maintenant utilisent de plus en plus le live également, qui peut être une très belle initiative pour venir communiquer, prendre la parole sur le fil d'actualité, descendre de l'information et dans une interactivité très proche de celle que nous pouvons avoir là ici sur ce webinaire. Donc, pour conclure, OK pour ajouter de nouveaux espaces sur lesquels on va se retrouver, mais il faut que ça vienne à un moment, en tout cas ne pas s'ajouter à un existant et donc faire le choix et bien décider de comment nous choisissons de travailler lorsqu'on lance de nouveaux groupes, de nouvelles initiatives. Pardon. Merci Philippe. Une question aussi que je me posais par rapport à ce qu'a expliqué Nelly, c'est sur Nelly, oui. À quels signaux aujourd'hui les managers doivent être attentifs pour repérer un problème relationnel? Parce qu'ils sont à distance, ils ne voient pas forcément régulièrement chaque individu de leur équipe. Comment ils peuvent déceler en fait des problématiques ou alors des choses qui peuvent devenir problématiques au sein de l'équipe? Oui. Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, naturellement, on va être en stratégie d'évitement. C'est ce qu'on appelle dans mon métier la stratégie d'évitement de choses qui peuvent être compliquées ou de non-dits qu'on ne veut pas forcément mettre sur la table. Dès qu'on sent en tant que manager qu'on est en train d'éviter quelque chose, donc ça demande de faire peut-être toutes les semaines un petit rendez-vous avec soi-même et de voir qu'est-ce qu'on essaye peut-être d'éviter. On n'a pas appelé quelqu'un depuis 2 semaines ou 3 semaines, ou on n'ose pas lui évoquer un sujet, ou on voit un problème entre 2 collaborateurs et on n'intervient pas. Bon, ça c'est déjà un indicateur. Après, l'autre indicateur, c'est tout ce qui change et qui dessert l'équipe. Par exemple, les toxines relationnelles, un collaborateur qui ne vient plus aux réunions d'équipe, qui trouve toujours un prétexte, c'est la dérobade. Ça, c'est un signal faible, qui devient un signal fort. Le collaborateur qui est très plaintif, alors que d'habitude, il était des fois un peu grincheux, mais là, ça augmente. Il y a une amplification. Tout ce qui change et qui est finalement doux et auquel on est en train de s'adapter, sont des signaux faibles. Et puis après, il y a des signaux forts qu'on peut détecter en prenant le temps justement de peut-être avoir ce rendez-vous avec soi-même et de regarder ça. Okay, merci Nelly. Je pense qu'effectivement, ça suscite des nouvelles compétences peut-être au niveau des managers aussi, les sensibiliser à certaines attentions et à une certaine attention par rapport à leurs collaborateurs. Peut-être que ça peut être un bon insight pour les services RH qui ont sûrement Ça s'apprend. Et d'ailleurs, en termes donc là, on parle du changement un peu, de l'évolution des compétences des managers exigées par les circonstances.
Christine, une question pour vous. C'est vous qui portez l'aspect com interne au sein du réseau Gîtes de France. Est-ce que, en fait, le déploiement d'un télétravail généralisé, d'un travail hybride qui va perdurer dans le temps, est-ce que ça change un peu la mission de la com interne et comment? Oui, ça change la mission de la com interne parce qu'il a fallu former les gens à l'utilisation. D'abord, leur expliquer que ça existait dans l'outil et ensuite les former à l'utilisation. Et il faut savoir que tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec l'outil informatique qu'on peut l'être nous que nous. Donc en province, il y a eu une vraie demande et une nécessité pour moi de coacher à distance. Alors j'ai fait des lives, on a fait des partages d'écran, etc. Mais j'ai aussi fait des tutoriels vidéo. J'ai fait une notice d'utilisation résumée avec nos règles d'usage, comme le disait Philippe, pour que ce soit bien quand même cadré, parce que sinon c'est tout et n'importe quoi. Donc il y a eu vraiment un soutien de ma part auprès des équipes pour les aider à utiliser notre outil durant le télétravail, que ce soit en intra ou en transverse. D'accord. Donc la com interne qui vient faciliter la prise en main d'un outil. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais c'est super. Ouais. Ben si, parce qu'en fait, moi, je suis partie du principe que l'outil était assez facile d'utilisation, donc je ne les ai pas vraiment briefés. Je leur ai lancé l'outil et on l'a fait de manière progressive et petit à petit, ils se sont accaparés, enfin, ils ont utilisé l'outil, ils l'ont accepté. Alors, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise, plutôt les jeunes générations, c'est assez facile. Pour les autres, il y a un moment d'acceptation qui est assez long. Donc, il faut vraiment trouver des trucs et astuces pour les motiver. Et là, la crise Covid a accéléré les choses, mais néanmoins, il faut les accompagner parce qu'ils ont un refus de l'outil, c'est pas du tout dans leurs habitudes. Moi, j'ai une population de collaborateurs qui est quand même encore assez âgée et qui donc a des freins par rapport à ça, qui n'aime pas changer ses habitudes. Donc, il y a tout un travail de fond et d'accompagnement à faire à ce niveau-là. Ok. Merci Christine. Une autre question, n'hésitez pas. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais moi j'en ai plein, donc je les déroule. Une question pour toi, Philippe. Comment tu parlais tout à l'heure de restaurer en ligne, finalement, des rituels, des points de rendez-vous au sein de l'équipe. Tu as parlé aussi de valoriser les succès, mettre en avant des collaborateurs. Comment ça se fait, ça? Comment on le fait avec un outil tel qu'un réseau social interne? Alors, d'abord, pour les différents rituels, l'outil permet très concrètement de définir des événements, donc des points de rendez-vous sur lesquels les collaborateurs peuvent venir s'inscrire ou déclarer leur présence. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien souligné, mais les points d'équipe sont importants. Ils existent de toute façon puisque une équipe est amenée à partager de l'information régulièrement autour de ses différents projets et de son avancement. Ce qui est important, c'est de ne pas négliger les points en dehors de l'équipe, en fait, qui viennent reconnecter l'équipe au reste de l'organisation. Et là, ça demande un effort plus particulier, effectivement, des managers qui vont être le plus souvent ceux qui vont venir proposer finalement ces temps de rencontre, plus ou moins informels d'ailleurs, mais qui sont nécessaires pour maintenir ce lien de qualité entre les équipes et le reste de l'organisation. Donc la réunion, en tout cas l'événement en ligne, peut être une bonne occasion de le faire, avec un support visioconférence par exemple, pour pouvoir permettre à chacun de venir se retrouver en ligne. Et puis valoriser les réussites, ce sont toutes ces petites participations au quotidien, notamment par le like, par l'usage des emojis ou des gifs qui viennent recréer une communication un peu, comment dirais-je, moins formelle et qui permet de véhiculer un peu plus d'émotion quelque part dans la façon d'échanger. Et le bon usage en fait des emojis permet vraiment de récompenser, de valoriser, de montrer de l'attention et de l'intérêt. Ça peut être une bonne façon aussi dans la communication de le faire.
Si je puis me permettre, moi, d'un point de vue opérationnel, on a mis en place et on continue, là, je vais le faire dans les semaines qui viennent, on va mettre en place, et ça, c'est issu des groupes de travail dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est une demande qui est issue du terrain et du groupe de travail. J'ai rajouté un onglet date d'entrée dans la société sur le profil, et donc on va essayer de célébrer les anniversaires non pas les anniversaires d'entrée, quoi. Donc les 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et on va aussi faire des petites interviews de personnes que l'on va aussi diffuser. Donc soit des nouveaux arrivants dans l'entreprise pour qu'ils se présentent sur des formats assez courts, bien évidemment, ou on va faire des mises en avant donc des collaborateurs qui soient anciens ou nouveaux, aussi par le biais de petites interviews. Et puis par le biais des petits jeux que l'on organise, on met bien évidemment en avant la personne qui a réussi, qui a gagné. Donc, ce sont des petites choses qu'on distille tout au long de l'année pour garder ça en tête. Et puis, on a aussi en tête de faire des challenges par métier avec des récompenses offertes par la fédération sur des challenges. Ça peut être celui qui a la personne qui a rentré, le commercial qui a rentré le plus de nouveaux hébergements, par exemple, et on le mettra en avant au travers du réseau social, mais aussi d'autres opportunités. Mais en tout cas, au travers du réseau social, on le fera, oui. Voilà, ce sont quelques exemples de ce qu'on met en place. Ouais, merci Christine pour cet exemple. Ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure sur la nécessité de donner à chacun le sentiment d'exister et de compter dans l'organisation. On a aussi un de nos clients, le groupe Foncia, qui publie carrément, lui, sur les réseaux sociaux, en LinkedIn ou autre, des portraits de collaborateurs. Ils appellent ça les belles personnes. Ils ont fait toute une série aussi de portraits comme ça. Et c'est pareil, ça permet de valoriser chaque type de métier aussi dans l'entreprise, mais à l'extérieur, ce qui est encore plus gratifiant pour les collaborateurs. Peut-être une dernière question que je poserai à Nelly. Ma question concerne l'après-Covid. Évidemment, ce dont on parle, c'est les fruits de la transformation digitale, qui est un mouvement long, entre guillemets, qui a commencé il y a longtemps et qui n'avait pas attendu 2020 pour démarrer. Mais ça, voilà, ce phénomène s'est vraiment amplifié en 2020 avec une mutation forte des modes de travail, beaucoup de personnes à distance, parfois de manière non désirée. Qu'est-ce qu'il en restera, qu'est-ce qui va rester de tout ça une fois que on sera revenu à un mode de fonctionnement plus normal? Nelly, d'après vous, la dynamique relationnelle, comment on va la traiter dans le monde de demain, en fait? Qu'est-ce qui aura changé? Déjà, ce qui a changé, ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a une prise de conscience du fait que justement la dynamique relationnelle fait partie des composants, des socles de la performance. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas vraiment conscientisé. Là, clairement, il y a une conscientisation qu'une relation de qualité, une relation positive va amener à la performance. Et puis après, ce qui aura changé, finalement, c'est la manière de travailler en agilité avec des environnements qui sont différents. On a eu une phase où on avait un gros cloisonnement entre vie perso, vie privée, avant les années 2000. Ensuite, on a eu une phase où finalement, avec l'arrivée justement du numérique, la transfo digitale, tout ça s'est un peu mélangé. Et puis, on a eu l'année qui vient de s'écouler, finalement, carrément une fusion des deux, avec toutes les problématiques de déconnexion, de droit à la déconnexion, de santé mentale par rapport à ça. Et donc, je pense qu'on en ressortira en ayant fait un tri finalement de à quoi va ressembler un équilibre pro-perso pour l'entreprise et pour le collaborateur en termes de bénéfices. Que ça soit bénéfique pour les deux, parce que les entreprises vont devoir se relever aussi de tout ça. Donc, voilà, tout ça est en train de s'opérer, mais en tous les cas, bien entendu, comme tous,
je ne sais pas de quoi sera fait demain et je suis en train de marcher vers demain. Merci Nelly, c'est un mot de la fin parfait. Merci à tous les trois, Nelly, Christine et Philippe, pour vos interventions respectives. Merci pour cet échange aussi à bâton rompu de fin de webinaire. Pour tous, donc, je vous annonce le prochain webinaire qui aura lieu le 25 février à 10h30, jeudi 25 février à 10h30. Et puis, vous recevrez donc d'ici demain un email avec les coordonnées des intervenants si vous voulez poursuivre les échanges avec eux et puis les slides de cette session. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci encore à tous. Merci à vous. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.